Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan lecture du mois d'août. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de titres à vous présenter. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 livres donc voilà, à vous parler et un livre audio également que j'ai écouté pendant ce mois d'août. Donc lors de mon dernier bilan lecture, je vous laissais avec ma lecture en cours qui était L'As de pique de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Donc c'est un spin-off, on va dire, au livre L'As de cœur qu'a écrit la même autrice, parce qu'on est là avec le personnage de Thomas, qui est le meilleur ami de Lévi, du coup, qui est le personnage principal de L'As de cœur. Donc dans celui-ci, Thomas est donc un jeune homme qui est qualifié de sociopathe, parce qu'il ressent très peu d'émotions, qu'il n'est pas du genre à s'apitoyer sur son sort, sur le sort des gens, voilà, les sentiments, c'est pas quelque chose qu'il connaît. Et en fait, il va revenir en Amérique, là où il était à la base, et un de ses meilleurs amis va lui proposer un contrat, lui il va accepter, et en fait il va se rendre compte que la personne qu'il doit protéger est Daisy, qui n'est autre que donc, la sœur de son meilleur ami, et surtout qui est une jeune fille qu'il connaît bien parce qu'il a grandi avec elle, et en fait il a toujours eu une suspicion qu'elle a eu un petit crush sur lui, ce qui est vrai, elle le dit dès le début, elle a toujours eu des étoiles dans les yeux quand elle le voyait, et là elle a grandi, elle est devenue une star de la musique et de la télé. Elle a fait partie d'une série à la Disney Channel. Donc on la suit, elle, qui est donc en train d'être dans une carrière qui explose et qui, suite à des menaces d'un fan un peu trop présent, voit sa sécurité se faire renforcer. Et du coup, c'est Thomas qui vient en plus pour la surveiller, pour la protéger plus que pour la surveiller, parce qu'elle n'a pas 10 ans. Mais voilà, donc en fait, au début, tous les deux, ça va être compliqué, parce que elle est restée sur la relation qu'ils avaient, donc elle essaie d'être proche de lui, mais toujours du côté amical, alors que lui, comme c'est le boulot, il essaie de rester distant. Et elle, en fait, ça va la gonfler, elle va dire, puisque c'est comme ça, je vais lui en faire voir toutes les couleurs. Donc ça consiste à s'éclipser, à disparaître des heures sans qu'il sache où elle est. Donc lui, c'est embêtant pour son travail, c'est quand même bien qu'il sache où est la personne qui est censée protéger. Donc elle va lui mener la vie dure jusqu'à qu'il y ait un rapprochement. Voilà, vous vous en doutez, c'est une romance, donc forcément il y a un moment donné où les personnages laissent tomber le voile et se dévoilent leurs sentiments. J'ai beaucoup aimé, j'ai mieux aimé que L'As de cœur, parce que c'est vrai que Rose et Lévi, je les avais un peu moins aimés dans ce roman-là, alors que là j'ai beaucoup aimé le personnage de Thomas et de Daisy. Même si Thomas est décrit comme un sociopathe, on se rend compte quand même qu'il a juste une façon de fonctionner un peu différente. Et voilà, ça a été une bonne découverte. J'ai encore de cette autrice à lire Bien ou Sème. Et je crois qu'avec celui-ci, je les aurais tous lus, hormis, je crois que c'est En équilibre qu'elle a sorti, mais plutôt à destination des ados. Mais sinon, voilà, j'aurais lu les 3 quarts de ce qu'elle a écrit. Ensuite, j'ai enchaîné avec, ils appellent ça une romance gothique. Donc oui, ça peut être ça. Il s'agit de Anatomy Love Story de Dana Schwartz aux éditions Albin Michel. Donc ils mettent que c'est une romance gothique et délicieusement macabre. Donc ça se passe à Édimbourg en 1817, donc au 19e siècle. On va suivre Hazel, qui est une jeune femme issue d'une bonne famille, qui est la seule fille de la fratrie. En fait, il y avait 2 garçons et elle. On l'apprend tout de suite, l'aîné est décédé, et du coup sa mère a reporté toute son attention sur le garçon qui est juste après lui, qui du coup devient l'héritier de la famille. Et du coup Hazel, elle est un peu livrée à elle-même, dans le sens où sa mère fait pas trop attention à ce qu'elle fait, et en plus de ça, elle est promise en fiançailles à un homme qu'elle connaît depuis qu'elle est toute petite, donc ils ont le même âge et tout, donc en fait, sa mère ne se fait pas de soucis de son côté-là, parce qu'elle sait qu'elle va épouser cet homme-là, et puis voilà, elle pourra faire sa vie. Donc du coup, en fait, Hazel, elle a développé un intérêt très particulier pour tout ce qui est médecine, tout ce qui est anatomie. Elle veut devenir médecin, sauf qu'au 19e siècle, c'est pas quelque chose que font les femmes. Les femmes ne sont pas assez intelligentes pour ça, elles n'ont pas les nerfs assez solides. Du coup, Hazel essaie d'apprendre comme elle peut. Et elle va rencontrer sur sa route Jack, qui est un garçon du même âge qu'elle, donc ils ont 17-18 ans, qui lui, pour survivre, a 2 emplois. Le premier, il est régisseur, on va dire, dans un théâtre, et le deuxième, il va déterrer des cadavres pour les revendre pour les médecins qui puissent faire des autopsies et s'entraîner en fait dessus. Leurs chemins à eux deux vont se rencontrer, et elle, pour développer ses connaissances en médecine, elle va devoir lui acheter des corps en fait, et ils vont se rapprocher.
Voilà. J'ai trouvé ce livre vraiment très bien, j'ai bien aimé l'ambiance qui est donc un petit peu gothique, un petit peu glauque. J'ai bien aimé aussi la mise en lumière sur les problèmes dont faisaient face les femmes à cette époque, c'est-à-dire le problème de crédibilité, parce que comme c'était une femme, elle ne pouvait pas disséquer des corps, faire des autopsies, parce qu'elle n'avait pas les nerfs assez solides pour ça. Elle va plusieurs fois, elle, se déguiser en homme pour pouvoir faire des choses qui ne sont accessibles qu'aux hommes. Donc j'ai beaucoup aimé ce point-là, je trouvais que c'était hyper intéressant de montrer les difficultés auxquelles les femmes ont été confrontées pour apprendre, pour essayer de s'épanouir dans les choses qui leur plaisaient. Parce que là, clairement, l'autrice nous montre que le rôle principal d'une femme, c'était de sourire et de se taire. Et Hazel, c'est pas du tout son caractère. Elle veut vraiment aider les gens, elle veut devenir une chirurgienne, précisément, chirurgien. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. La fin pourrait, pour moi, suffire à elle-même, mais il y a un tome 2 que je pense lire, acheter et lire bientôt. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé celui-ci en tout cas. J'ai enchaîné ensuite avec de la fantaisie orientale. J'ai lu L'Éternel de Terangui de Mélodie Smax aux éditions Plume Blanche. Donc c'est Pamela qui m'a offert ce livre dans le cadre de notre échange de box littéraire estivale, saisonnière plutôt. Donc là c'était pour la box de l'automne. Donc vraiment avec les couleurs et tout, on était vraiment dans le thème. Donc là on va suivre deux personnages, on va suivre Neham et Niline. Neham en fait est un prince qui a été maudit il y a des siècles, voire même un millénaire je crois, par une kitsune. En fait, elle a détruit tout son peuple, elle a détruit l'île où il vivait, il est le seul survivant et lui en fait il est condamné à être puni pendant l'éternité. Elle l'a maudit, sauf qu'il a plus ses ailes, il a plus de pouvoir, donc il a une vie d'esclave en fait complètement. En plus, quand les gens s'aperçoivent de son identité, il est clairement rejeté parce que en le maudissant, la Kitsune a soulevé le problème que le peuple de Neham en fait ne protégeait pas les humains. Donc voilà, en fait c'est plein de choses comme ça. Et un jour, alors qu'il est en train de finir sa journée d'esclavage, il va tomber sur Nilim qui est entourée d'une espèce de tourbillon. Elle semble fuir une tempête. C'est une jeune femme qui a la vingtaine. Et en fait, il va aller la secourir et tous les deux vont faire un bout de chemin ensemble parce qu'ils vont avoir le même but, à savoir se débarrasser de la Kitsune pour sauver le monde. Voilà, pour sauver leur terre qui est en train complètement de périr parce qu'elle est en train de faire ce qu'elle reprochait au peuple de Neham. Donc elle est en train de détruire tout le monde autour. Donc on va les suivre tous les deux. C'est un livre assez court, il fait 233 pages. Les éditions Plume Blanche rentabilisent à chaque fois les marges. Voilà, il y a très peu de marge. C'est mon premier livre que je lis de cette maison d'édition. J'ai bien aimé, je pense qu'il y aurait eu par contre peut-être matière à plus étoffer cette histoire, clairement parce qu'il y a des passages où en fait l'histoire fait des bonds dans le temps, des bonds dans la géographie en fait de l'histoire. Et c'est vrai que là, il y a des moments où j'aurais aimé qu'il y ait des liens un peu plus écrits, on va dire. L'autrice part du principe qu'on fait les liens nous-mêmes, donc certes c'est le cas, mais j'aurais aimé avoir un fil de narration peut-être un peu plus développé. Après, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai bien aimé les aventures qu'ils traversent. À un moment, ils m'ont trouvé un allié un peu inattendu, j'ai beaucoup aimé cet allié. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une histoire hyper sympa et ça m'a donné envie de découvrir d'autres livres des éditions Plume Blanche. D'ailleurs, si vous en avez à me recommander dans cette maison d'édition, n'hésitez surtout pas, je suis preneuse. Ensuite, j'ai enchaîné avec une romance. J'ai lu Sur l'île de ton cœur de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Donc c'est un service de presse que j'ai eu dans le cadre de mon travail. On voit bien là. Il s'agit d'un tome 2 à une trilogie, mais qui peut être lu sans le tome 1. En fait, c'est pas une trilogie au sens strict du terme, c'est plutôt en fait un livre pour chaque ami, voilà, qu'on peut trouver. Et dans celui-ci, du coup, on va suivre Brittany, qui est une jeune trentenaire qui est archéologue, qui a fait pas mal de fouilles et qui, lors de ses dernières fouilles en Grèce, s'est blessée. Elle a une fracture du poignet. Et du coup, elle est au repos forcé. Elle va retourner sur l'île où elle habite, donc qui est Puffin Island. Donc elle va retourner vivre dans son petit cottage que lui a légué sa grand-mère. Et pour accéder à cette île, du coup, il faut passer par un trajet en avion. Et en fait, la personne qui va la ramener sur l'île n'est autre que son ex,
mari, avec qui elle est restée mariée que quelques jours. En fait, ils se sont mariés ensemble, ils étaient très jeunes, ils avaient 18 ans. Et au bout de, je crois que c'est 6 jours, lui il est parti, donc il lui a quand même brisé le cœur. Et ça s'est arrêté là en fait, c'est leur histoire. Elle a été du coup vraiment très touchée par cette désertion, on va dire. Et l'île s'est très vite mis derrière elle, tous les habitants de l'île l'ont soutenue. Et elle savait pas qu'il était revenu, et donc c'est lui qui lui fait le vol pour la ramener sur l'île, parce que lui, il est devenu pilote. Et bah, tout de suite, hein, il y a un petit choc quand ils se voient tous les deux, et qu'ils essaient de rester courtois. Elle veut absolument l'éviter, sauf qu'elle retrouve auprès des habitants de l'île la pitié qu'elle avait eue quand il l'avait quittée, donc ça c'est des choses qu'elle n'aime pas. Et lui à côté de ça, il ressent l'hostilité, parce que bah, clairement, même s'il a fait ses preuves sur l'île, ça serait bien qu'il lui brise pas le cœur, quoi. Donc au début ils essaient de rester éloignés, ils essaient d'être amis, ça fonctionne pas, ils vont se rapprocher, voilà, comme d'habitude. C'est une romance, je n'en dirai pas plus. Mais j'aime beaucoup les écrits de Sarah Morgan, c'est le deuxième livre que je lis de cette autrice et je pense que ça ne sera clairement pas le dernier. J'aime beaucoup sa façon qu'elle a de construire ses personnages, de construire les univers. C'est mieux écrit que certaines romances. Je ne veux pas dire ça de manière péjorative en disant que la romance en principe c'est mal écrit, c'est pas du tout ça. C'est que son écriture est un peu plus dense, donc c'est un peu plus étoffé. Les sentiments sont vraiment là, les personnages ont vraiment une profondeur. Et j'ai beaucoup aimé, et vraiment, je pense que je lirai du coup celui qui est juste avant, qui s'appelle... Est-ce que je vais être marqué dedans? Il y a un mot il aussi, je crois, dedans. Non, c'est pas marqué. Je vous mettrai une petite note dessous pour le premier tome qui est en poche pour le coup. Donc après avoir lu le Sarah Morgan, j'ai enchaîné avec une autre romance. J'ai lu Good Girl Complex Avalon Bay tome 1 de Elle Kennedy aux éditions Hugo Roman. J'ai lu ce livre en numérique sur ma liseuse parce que je suis partie 2 semaines en vacances et que j'avais prévu de lire 2 gros pavés et que je voulais pas les abîmer. Donc je l'ai lu sur liseuse. Donc dans ce livre, on va suivre Mackenzie, qui est une jeune femme de 20 ans qui est à l'université. Elle y est clairement pour faire plaisir à ses parents, qui eux, en fait, comme ils font partie un peu de l'aristocratie, c'est des gens vraiment aisés. Son père est d'ailleurs, je crois, sénateur, en tout cas politicien, et ils ont une certaine image à défendre, à montrer aux gens. Donc ils lui ont dit, voilà, tu peux faire une année sabbatique, ce qu'elle a fait donc l'année d'avant, mais après tu vas à l'université, tu choisis le cursus que tu veux. Pendant son année sabbatique, elle a réussi à développer un site internet qu'elle avait lancé, qui fait qu'elle du coup elle gagne de l'argent, elle est autonome financièrement grâce à ce site parce qu'elle a créé des business. À côté de ça, on va suivre Cooper, qui est un jeune homme qui vit avec son frère jumeau dans une maison sur la plage. Ils font régulièrement des fêtes avec leur groupe d'amis, c'est vraiment un groupe très soudé. Et Cooper travaille comme barman dans un bar, pas loin de là où il habite, avec d'autres de ses amis. Et un soir, après une altercation avec un jeune homme, il va se faire virer. En fait, le jeune homme en question s'appelle Preston, si je ne me trompe pas. Et en fait, cet homme est un enfant riche, en fait, sa famille est riche. Et il va dire, voilà, moi je passe l'éponge sur ce qui vient de se passer si vous le virez. Et comme le propriétaire du bar ne peut pas faire autrement, il va virer du coup Cooper. Et il s'avère que du coup Preston est le petit copain de Mackenzie. Et pour se venger, en fait les amis de Cooper vont lui dire, bah, si tu séduisais la copine du mec et que tu la faisais tomber amoureuse de toi et qu'elle le larguait pour toi. Donc il va se rapprocher de Mackenzie dans cette raison. Il les déteste, hein, les gens riches comme ça, il les appelle les clones. Donc au début, il est attiré par elle physiquement parce que c'est une personne très belle, mais il veut clairement juste faire se venger. Et en fait, petit à petit, il va se rendre compte que Mackenzie, elle n'est pas comme son petit copain débile Preston, et il va s'attacher à elle. Donc voilà, c'est une romance, vous en doutez, ils vont se rapprocher, quelque chose va les séparer, et voilà, ils vont se remettre ensemble. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que l'écriture était un peu simpliste parfois. Je sais pas si c'était parce que c'était la version numérique que j'avais ou quoi, mais c'était un petit peu simpliste. Mais j'ai bien aimé les personnages. Par contre, c'est un tome 1. Je ne sais pas si le tome 2 va être autour de Cooper et Mackenzie ou est-ce qu'on va être sur le frère jumeau de Cooper. Je pense plutôt que ça sera ça.
Mais voilà, j'ai bien aimé, je lirai la suite parce que j'ai trouvé ça hyper sympa. C'est une bonne lecture détente, idéale pour l'été parce que du coup ça se passe en été sur la plage. Voilà, ça fait vraiment ambiance vacances d'été. Ça a été une bonne découverte, je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai enchaîné avec de la fantasy. J'ai lu De l'huile et de sang de Erin Beatty aux éditions Lumen. J'ai déjà lu cette autrice il y a maintenant quelques années avec sa trilogie dont le premier tome est La couleur du mensonge que j'ai adoré. C'est une de mes trilogies préférées. Après avec Lumen, je me trompe rarement. Voilà, j'aime toujours beaucoup ce qu'ils font. Donc là, on va suivre Catherine, qui tout le monde appelle Kat, qui est une jeune femme qui vit avec le magister Thomas, donc qui est un architecte, qui s'occupe de continuer la construction du Sanctum, qui est une sorte de grande église, de grande cathédrale. Et Catherine, elle, en fait, elle a pour rôle de vérifier les échafaudages. En fait, à chaque fois, elle escalade tout le monument pour vérifier les échafaudages, parce qu'il y a eu quelques temps, il y a eu un accident, et du coup, il faut quand même cette sécurité pour éviter que des personnes meurent. Et un jour, alors que Catherine est en train de faire une inspection de nuit, elle va être témoin d'un meurtre. Mais lors de ce meurtre, et elle va découvrir des capacités un peu particulières qui lui sont injectées par la lune. En fait, elle se rend compte que quand elle est exposée à la lumière de la lune, elle a ses sens qui sont décuplés. Et grâce à ça, elle va entendre clairement les dernières pensées de la victime, elle va ressentir pas mal de choses. Et du coup, avec Catherine, on va suivre le personnage de Thomas, qui est un jeune homme qui fait partie de la famille du prévôt, donc qui est un petit peu, je sais pas comment dire, pas le shérif, mais vraiment un haut fonctionnaire de la ville, qui l'a recueilli parce que lui, il a perdu ses parents, donc il est orphelin. Et donc il va devenir le Vénâtre, celui qui va enquêter sur ce meurtre, qui va s'avérer être le premier d'une série de meurtres. Et ils vont tous les deux du coup être sur l'enquête. À côté de ça, Catherine va aussi se rendre compte que ce qu'elle a vécu avec la lumière de la lune, c'est pas normal, c'est pas classique. Et elle va un peu enquêter sur ses origines familiales. Elle va pour cela renouer avec Mère Agnès, qui est la religieuse qui l'a élevée. En fait, elle a été laissée à une abbaye qui fait aussi orphelinat. Et donc c'est cette mère-là qui l'a élevée, qui s'est occupée d'elle. Et en fait, elles se sont embrouillées depuis quelques temps à propos du coup des parents de Catherine. Et là, elle va renouer avec elle pour en apprendre plus. Donc ça a été une bonne lecture. J'ai un peu moins aimé que la trilogie La couleur du mensonge, mais je pense pour une raison toute simple. C'est que j'ai lu ce livre pendant mes vacances, donc sur liseuse, et je lisais 2 à 3 chapitres. Voilà, c'était vraiment fragmenté, j'arrivais pas à lire plus de 3 chapitres. Et je l'ai lu sur plus d'une semaine, donc je pense qu'en fait j'ai un peu trop fractionné ma lecture, ce qui fait qu'à chaque fois je sortais de l'univers. Mais ça a été vraiment une bonne lecture et j'ai hâte de connaître la suite du coup pour le tome 2. Ensuite, ma lecture en cours, il s'agit de Juliana Buring pour le livre Tracer sa route aux éditions Paulsen. C'est un livre que j'ai acheté il y a 3-4 jours, voilà, il y a vraiment pas longtemps, dans la librairie spécialisée Guérin-Paulsen de Chamonix. Donc on va suivre Juliana, qui est une jeune femme qui, suite à un drame dans sa vie, va décider de faire le tour du monde en vélo. Elle va donc mettre 152 jours pour faire plus de 30 000 km, traverser les 5 continents, pour relier Naples à Naples, en passant par l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie et tout. Là où j'en suis, j'ai lu plus de la moitié du livre. Elle arrive sur le continent asiatique, elle vient de partir de l'Australie. Donc voilà, je me régale, c'est une super lecture, ça me plaît énormément. Je vous en parlerai de toute façon très très vite parce qu'il ne va pas faire long feu. Et également, j'ai oublié de vous parler du livre audio que j'ai lu pendant ce mois d'août. Il s'agit du tome 3 des enquêtes de Anna Swensen de Joanne Fluck, donc c'est Meurtre et Muffin aux myrtilles, où là on va suivre Anna qui va se retrouver à enquêter sur la mort de Connie Mack, qui est une présentatrice télé d'émissions culinaires qui vient donc à Lake Eden à l'occasion du carnaval d'hiver et qui va se faire assassiner. Donc Anna va se retrouver mêlée à l'enquête et elle va enquêter du coup sur la mort de cette femme avec sa sœur Andrea, qui en plus, Connie Mack était vraiment pas hyper sympathique comme personne, donc Anna va très vite se rendre compte que la liste des suspects est assez grande. À côté de ça, au niveau perso, c'est toujours le point mort entre Mike, Norman et elle, parce qu'elle hésite Elle hésite. En fait, il y a ces deux hommes dans sa périphérie amoureuse qui l'attirent, qui lui plaisent, sauf que il faut faire un choix et que c'est pas le moment.
Donc voilà, c'est une bonne découverte, toujours une bonne écoute, une bonne lecture. Je suis en train de lire le 4e du coup, qui est Meurtre et tarte au citron meringuée si je me trompe pas. En fait, je les lis en audio parce que je les ai pas. J'ai les 2 premiers tomes en papier dans la bibliothèque et les 3 derniers, donc le 6, 7, 8. Mais les 3, 4, 5, je ne les ai pas. Et je pense du coup je vais les acheter d'occasion. Mais comme je voulais pas non plus m'arrêter dans la saga, je me suis dit bah écoute-les en audio. Et du coup je suis un peu comme les 7 sœurs, je pense que je vais tous les enchaîner. Comme ça moi je serai à jour. Donc voilà pour mon bilan lecture du mois d'août, je suis quand même assez contente, j'ai fait de bonnes lectures. En plus avec ces lectures-là, j'ai quasiment pu lire toute ma pile à lire que j'avais sélectionnée pour le challenge La palette estivale de mon amie Laura du compte Papotage Livresque. Parce que j'en ai lu 12 sur 14 en 2 mois, donc je suis hyper contente. En lisant celui-ci, Tracer sa route, je sors de la pile à lire que j'avais fait, mais je m'en suis préparé une autre que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.